Bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier. Donc, le papier, une alternative aux emballages plastiques, organisé par la BPI avec la collaboration de Materials. Donc, en deux mots, Materials est un pôle de compétitivité basé dans le Nord et qui travaille sur la transformation des matériaux. Et je m'occupe pour Euromaterial des questions liées au sujet d'emballage, d'innovation et de projets d'emballage. Donc aujourd'hui, on va vous parler du papier versus le plastique en quelque sorte. Et pour cette table ronde, donc, je serai accompagné de 4 intervenants qui sont ici présents, Olivier, et à qui je laisserai l'occasion de se présenter juste après cette petite introduction que je vais vous faire pour vous resituer le contexte du papier dans le monde de l'emballage. Alors, que nous dit l'ADEME? L'ADEME nous dit aujourd'hui que 5 millions de tonnes d'emballages ménagers ont été mis sur le marché en 2019. Et comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, on a une quantité à peu près, un volume, pardon, à peu près équivalent en papier, carton, en plastique. Un volume bien plus important en verre, hein, bien sûr. Enfin, je parle de volume et de tonnage plutôt. Et derrière, vous avez les autres matériaux bien plus loin derrière, comme l'acier, l'aluminium et autres matériaux. Donc, une prédominance évidemment du papier et du plastique vu la masse volumique de ces matériaux. Par contre, si on prend les données par rapport au chiffre d'affaires global de la profession, là on s'aperçoit que le plastique a encore de l'avance, il c'est encore bien numéro 1, puisqu'il génère 7 milliards d'euros, ce qui correspond à 38% des ventes générées par les emballages sur le marché français, alors que 29% sont représentés par l'emballage papier-carton. Donc le plastique a encore une longueur d'avance aujourd'hui. Mais les tendances pourraient changer la donne. Les tendances, elles sont d'une part réglementaires, puisqu'on voit notamment avec la loi AGEC, mais aussi la directive européenne SUP et le décret 3R que un certain nombre d'emballages plastiques sont amenés à disparaître. Et encore plus s'ils n'offrent pas les possibilités d'être recyclés ou réutilisés. Deuxième tendance, à côté de cette tendance réglementaire, c'est l'évolution comportementale des consommateurs. On peut dire, on va rester quand même un peu contrasté dans cette analyse, puisque d'un côté, il y a une volonté des consommateurs de consommer des emballages plus responsables, puisque les études montrent que une partie des Français ne jugent pas forcément nécessaire d'utiliser des emballages en plastique pour des produits alimentaires de la vie quotidienne, mais à côté de ça, on observe une forte augmentation des achats en ligne et de la vente à emporter, qui favorise le carton, certes, mais aussi les emballages individuels et la protection individuelle des produits. Enfin, dernière tendance, et là on rentre déjà dans le vif du sujet, c'est un vrai développement des emballages à base de matériaux cellulosiques. On a quelques chiffres, quelques données de la Copacel notamment, et avec un chiffre intéressant puisqu'on voit que la production française de papier pour emballage souple a progressé de 7,5% en 2020. Et une étude réalisée par une société allemande, Society for Packaging Research, affirme que 21% des emballages plastiques pourraient être remplacés à court terme avec des solutions qui existent en base de matériaux cellulosiques. Donc, à partir de ce constat, on a quelques enjeux qu'on va aborder bien sûr lors de cette table ronde. Quels sont les atouts du papier par rapport au plastique? Est-ce que la réglementation des papiers et des plastiques est similaire? Y a-t-il des questions liées à la sécurité alimentaire? Quelles sont les innovations à venir? On va parler de la filière. Voilà, on va évoquer un peu l'ensemble des sujets, je pense, qui vous intéressent tous aujourd'hui. Donc, je vais laisser maintenant la parole aux intervenants qui vont se présenter. Et on va commencer par le plus proche de moi, Olivier. Je te laisse te présenter.
Bonjour à tous, je suis Olivier Vitrac, chercheur à INRAE. Mon équipe est basée à Massy, nous sommes associés à AgroParisTech et également au Laboratoire national de métrologie et d'essai. Et on a créé une unité mixte technologique qui s'appelle Matériaux sûrs, SafeMat, et pour lequel on étudie ces sujets-là. Et actuellement, je coordonne un programme de recherche de l'ANR qui s'appelle Food Safe Biopack, et qui est dédié à l'évaluation sanitaire des papiers et cartons recyclés et essayer de trouver une solution à la migration des huiles minérales. Voilà. Merci Olivier. Alexandre? Oui, bonjour à tous. On va y arriver. Donc Alexandre Pinsol, je suis directeur R&D pour le groupe Gascogne, pour la division emballage du groupe Gascogne. En quelques mots, la division emballage du groupe Gascogne, c'est 3 activités. Hein. La production de papier, donc nous avons notre papeterie à Mémisant, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, où on produit 150 000 tonnes par an de kraft écru. Et à côté de ça, on a 2 autres activités qui sont Gascogne Flexible, où on va venir transformer ce matériau, le papier, le transformer avec différents procédés, notamment pour l'emballage alimentaire. Et en dernière activité, on a Gascogne Sac, où on produit des emballages finis, des sacs. Donc on a une vraie intégration sur toute la chaîne de valeur, ce qui est une force, et notamment une matière renouvelable issue du massif forestier landais. Voilà. Merci Alexandre. Géraldine? Bonjour à tous. Moi, je suis ravie de retrouver grands amis, donc je suis très heureuse. Merci de cette invitation et merci à la BPI de parler des matériaux qui sont au cœur de la révolution environnementale. J'en profite parce que j'ai le micro. On vous parle beaucoup de transition climatique et de décarbonation, mais ayez un chiffre en tête, ce qui va nous permettre d'atteindre les ambitions de décarbonation à 50% des activités de recyclage et de matériaux. Donc l'énergie, c'est bien, c'est important, mais il ne faut jamais oublier la deuxième jambe de la transition environnementale. On en parle moins et elle est tout aussi importante et tout aussi fondamentale. Moi, je dirige Reset, qui est un cabinet de conseil en transition environnementale et économique. J'insiste parce qu'on ne fait jamais l'un sans l'autre. Et quand on essaye, ça ne marche pas. On accompagne des consortiums et des clients sur des transitions. Et en matière de papier et de ressources, de bioressources, on accompagne un consortium, Carrefour Système U et une vingtaine d'entreprises qui fabriquent leurs marques de distributeurs pour inventer des emballages sans plastique. On accompagne l'éco-organisme du mobilier pour inventer des nouveaux matériaux autour du bois. On accompagne aussi les acteurs de la cosmétique sur ces changements. Et moi, j'ai un petit passé, j'ai pas dit passif, avec le papier et l'emballage, puisque j'ai été directrice générale adjointe de Citeo et avant d'Ecofolio, donc l'organisme en France qui s'occupe de collecte et du recyclage. Donc je suis ravie qu'on ait l'occasion de parler des matériaux et d'échanger avec tous ces acteurs qui font beaucoup avancer les choses. Ça nous permettra d'ailleurs d'avoir votre vision de la filière. Stéphane. Bonjour à tous. Donc Stéphane Kirstetter, je dirige une société qui s'appelle Mallanger et qui est un transformateur d'emballage souple situé sur le nord de la France. Et donc on transforme du plastique et du papier pour les industries agroalimentaires et cosmétiques. Merci. Et on a lancé, depuis 2016 du travail en collaboratif avec un laboratoire qui s'appelle le CTP, Centre Technique du Papier, pour apporter des fonctionnalités au papier, justement comme on va vous expliquer. Merci Stéphane, tu peux garder le micro puisque je vais commencer par t'interroger. Je voulais juste vous préciser qu'on va essayer d'être le plus interactif possible. Ça veut dire que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas peut-être répondre à toutes les questions, mais on essaiera régulièrement en tout cas de faire une pause et de vous laisser la parole pour pouvoir échanger avec les intervenants. Voilà. Alors la première thématique que j'aimerais aborder, c'est lié à une tendance effectivement que j'ai déjà évoquée lors de l'introduction. Un peu finalement la révolution de l'emballage, puisqu'on voit ces nouveaux matériaux arriver et notamment le papier carton qui arrive quand même en masse à grand renfort, on va dire, de publicité et d'affirmation sur les aspects environnementaux, les aspects de recyclabilité, etc. Donc là, je me tourne vers Stéphane Kirstetter de Mallanger pour Stéphane. Penses-tu qu'aujourd'hui, on peut utiliser le papier pour tout type d'application, tout type d'usage ou voilà,
toi, en tant que fabricant aujourd'hui, comment tu peux répondre à tes clients? Wow. Alors, utiliser le papier pour tout, c'est vrai que le papier, il a beaucoup d'avantages. Il est déjà 100% dans l'économie circulaire. Il est recyclable. Il a un bas bilan carbone. On peut l'utiliser de différentes manières, c'est-à-dire même à partir d'une pâte, on peut le mouler, on peut le transformer sous forme de barquette, on peut lui apporter des fonctionnalités sur des bobines, par exemple, c'est ce qu'on fait. Et en plus, ces emballages peuvent s'intégrer directement sur les machines des industriels, de l'agroalimentaire ou de la cosmétique, que ce soit des machines verticales ou des machines horizontales. Et il n'y a pas vraiment de perte de cadence dans ce qu'on a pu observer jusque-là. Donc il a quand même beaucoup d'avantages par rapport à l'économie circulaire et au développement de l'environnement. Maintenant, est-ce qu'on peut tout faire avec? Je dirais que nous, on a voulu commencer simple. C'est-à-dire que c'est plutôt réservé pour moi à des produits secs. Donc aujourd'hui, on utilise des emballages papier pour faire des emballages de céréales, de biscuits, de friandises, de thé, de café, de sucre. Et ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que pour le papier, ou en tout cas pour les liquides, c'est un peu plus problématique parce que le papier adore boire l'eau. Il y a des process qui ne sont pas encore industriels, qui peuvent rendre vraiment le papier totalement hydrophobe. Mais ça, c'est pas encore vraiment au point, sauf, je sais que Risette a mis au point dernièrement un emballage qui permet de contenir des salades. Donc il y a quand même une présence d'eau qui est quand même assez intéressante. Géraldine, alors, je vous laisse rebondir sur... Ouais, je pense que ce que dit Stéphane est tout à fait juste. Je pense que le papier est un matériau qui a 1000 avantages, 1000 fonctionnalités, mais aujourd'hui, il ne peut pas tout faire. Mais petit clin d'œil. D'abord, 2 clins d'œil. Un, je ne pense pas qu'il y ait une guerre des matériaux et je ne pense pas qu'il ne faille opposer les matériaux. Il y a la bonne réponse circulaire, la bonne réponse du packaging, c'est où est-ce que je mets en marché, de quelle fonctionnalité j'ai besoin. Et quand on parle du papier, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'historiquement, l'emballage en papier et carton, no offense, messieurs, parce que vous êtes les brise-glaces, mais historiquement, c'était pour conserver des trucs secs, c'était des boîtes à chaussures. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend du papier, c'est qu'il se fonctionnalise pour apporter des barrières à l'eau, au gras, à l'humidité. Mais c'est une chimie qu'on n'a pas inventée. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on compare une chimie très aboutie, qui est celle sur les produits plastiques, avec une chimie à laquelle on n'avait pas demandé grand-chose. Et donc forcément, aujourd'hui, il ne peut pas tout faire. Mais je pense que, qui que vous soyez aujourd'hui, vous avez un intérêt immense à diversifier vos sources d'emballage. Le bon emballage, ça peut être un emballage en plastique. Si je suis dans un pays où il y a de la collecte et du recyclage, c'est moins de 20% de la planète. L'emballage en papier, ça peut être carrément top, il faut le fonctionnaliser. Parfois, il faut utiliser du verre quand c'est du reuse. Donc, le papier pourra faire immensément de choses sous réserve que des acteurs comme ceux dont on parle, et nous, on a été ravis de travailler avec eux et avec d'autres. On a inventé un sachet de salade en papier, mais c'était 2 ans et demi de boulot, beaucoup d'innovation et de travail, parce que comme le papier adore l'eau, quand on veut lui faire autre chose que juste emballer du sec, eh ben, il faut venir le travailler et on va en reparler. Oui, effectivement, on va parler des innovations par la suite sur le sujet. Alors, il y a déjà une question. Donc, écoutez, monsieur, je vais vous porter un micro. Alors, on vous apporte un micro. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, s'il vous plaît, puis de poser votre question. Merci. François Gély, à Lyon, ingénieur conseil, écologie, énergie. On parle de la résistance au gras et à l'humidité du papier. Moi, j'ai entendu parler de chromatogénie et d'autres techniques qui accompagnent la chromatogénie. On en est où, là? Je croyais que c'était maturé.
Alors oui, on va y répondre à cette question. Effectivement, ça fait partie des innovations. On va le développer dans un chapitre juste après, si vous permettez. On va essayer d'aborder les sujets les uns après les autres. Juste une petite question complémentaire par rapport à ça. Quels sont les secteurs d'activité qui vous consultent aujourd'hui dans le domaine du papier? Est-ce que ça se limite à l'alimentaire? Ou est-ce que, on a parlé du cosmétique, peut-être d'autres secteurs encore qui s'intéressent à ce nouveau matériau? Agroalimentaire, cosmétique, pharmacie, parapharmacie, industrie, des emballages pour des prises électriques ou autres. Donc c'est vraiment tous les secteurs qui sont intéressés par effectivement ce phénomène d'emballage papier. Donc il n'y en a pas un qui passe au travers. Et pour vous donner aussi un ordre d'idée, on a développé, nous, 2 gammes de papier, en fait. Des papiers qui sont recyclables à 80% parce qu'ils contiennent 20% de film. Donc ça, c'est la norme qu'on s'est donnée en interne. Il faut que ce soit recyclable à 80%. Et une gamme spécifique qui s'appelle Cycle Pack, qui, elle, doit être au-dessus de 95%. Avant Covid, ces produits-là représentaient 6% de nos activités. À février, ça représentait 27% de nos activités. Donc on sent qu'il y a une accélération qui est quand même énorme sur cette demande-là. Alexandre, qu'est-ce qui motive les clients à venir chez vous aujourd'hui? Certains sont motivés pour faire le saut, c'est-à-dire du plastique vers le papier, pour différentes raisons, pour des images de marque, pour des aspects marketing, etc., auprès de leurs consommateurs. Donc c'est une des premières raisons, et après évidemment c'est la notion de virtuosité de ces emballages-là. C'est une vraie raison là aussi derrière. D'accord, merci. Bon, on va, si vous voulez bien, passer aussi à l'aspect environnemental, parce que je crois que c'est un sujet qui est très prédominant concernant le papier. Effectivement, on sait que le papier est d'origine naturelle, bon, pas le plastique. On sait également qu'il a une fin de vie un peu plus vertueuse que le plastique, notamment en termes de recyclabilité, en termes de biodégradabilité. Est-ce que les emballages papier pourraient constituer quelque sorte une solution un peu idéale par rapport à la fin de vie des emballages qui est si finalement controversée pour les emballages plastiques, Géraldine? Ouais, c'est la question à 118 points. Je vais y répondre. Mais juste, ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est aujourd'hui, tout le monde cherche des emballages en papier. Mais tout le monde, la terre entière, ils sont trop pudiques, ils sont humbles. Tout le monde cherche des emballages en papier parce qu'il y a une réglementation. Et on le sait parce qu'en plus, nous, on a accompagné le ministère sur ce décret 3R et là, sur la stratégie de disparition du plastique à usage unique. Donc, tout le monde le cherche. À 2025, je rappelle à tout le monde que les emballages en plastique doivent être 100% recyclés et qu'il faut avoir réduit et donc fait de la substitution par de l'emballage en papier et du réemploi. Donc, tout le monde cherche ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces acteurs ont des carnets de balles pleins. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas rattraper en 2 ou 3 ans un déficit d'innovation et d'investissement dans la R&D. Donc, si monsieur Nicolas Dufourcq m'écoute, il faut vraiment qu'il finance les consortiums et le travail de R&D sur la fibre et sa fonctionnalisation. La question c'était, est-ce que le papier, c'est le Graal du recyclage? De la fin de vie de manière générale. De la fin de vie, parce qu'on dit, il est peut-être aussi finalement assez bien biodégradable. Oui, alors... pas forcément compostable. Alors, mais... il n'y a jamais de magie dans l'économie circulaire et le recyclage. Je voudrais dissiper tout de suite, je casse un peu l'ambiance, mais je voudrais dissiper tout de suite, il n'y a rien de magique. L'économie circulaire et l'économie du recyclage, c'est d'abord des dispositifs de collecte, des dispositifs de tri et des usines. La très très grande force du papier, et le papier au sens, comme le disent les papetiers, donc le papier et le carton, c'est que c'est une industrie. C'était en Mésopotamie qu'on a inventé le recyclage. En fait, le papier, il est consubstantiel au recyclage. Donc, quand on a inventé la fabrication du papier, on a recyclé. Donc, il y a une grande antériorité, il y a des grands savoir-faire, des grandes usines. Et surtout, c'est une industrie qui s'est posé la question de son recyclage en même temps que la question de la production. Donc, il y a toujours eu ce jeu entre pâte vierge, pâte recyclée, même si tous les jours, ce n'est pas un mariage simple, mais ça marche. Ce qui ne s'est pas passé sur le plastique, parce que le plastique a des fonctionnalités incroyables, et d'ailleurs on court après, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé
au sujet du recyclage en même temps que le plastique. Donc la force du papier aujourd'hui, c'est qu'il y a des usines, il y a des process, mais le sujet, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc oui, c'est bien, mais quand on va venir fonctionnaliser la fibre, donc lui rajouter un petit coating, parce que si on veut que la fibre demain, elle emballe le sachet de salade et demain peut-être des liquides, du gel, etc., il va falloir lui apporter une chimie. Et cette chimie, il faut soit aujourd'hui, beaucoup, elle est un peu plastique parce qu'on met des films, voilà. Donc, on veille à ce que ça ne vienne pas dégrader le process de recyclage, on veille à en faire quelque chose. Je rappelle par exemple la brique alimentaire, ce n'est pas un emballage 100% cartonné, hein, quand même, du PE, de l'aluminium, donc c'est des process plus complexes. Donc en fait, tout le sujet aujourd'hui, c'est que le switch vers une fonctionnalisation de la fibre, il faut qu'on trouve des moyens que ça ne vienne pas nuire au recyclage. Donc le mieux, ce serait de trouver quelque chose, peut-être des coatings qui vont se rapprocher de quelque chose qui ressemble à la fibre, parce que comme ça, on sera un peu sur du monomatériau, mais là aussi, il faut de l'investissement en R&D, ou alors quelque chose qui se détache bien. Et puis, comme on est entre experts, je rajoute un petit truc. Le recyclage, c'est bien, mais il faut toujours se poser la question de la rentabilité matière. Parce que dans un laboratoire, il y a toujours tout qui se recycle. Hein. Mais après, si ça coûte 3 000 € la tonne, ça n'aura pas d'intérêt. Et si à la fin, je conserve que 20% de ma matière, parce que tout ce que j'aurais enlevé, ça n'a pas d'intérêt, le papetier, ça ne l'intéressera pas. Donc, en fait, la force du papier et du carton, c'est qu'il y a une industrie, il y a des savoir-faire incroyables, particulièrement en France, même si on ferme des usines, ce qui est assez paradoxal. Et je pense que la France doit se ressaisir, parce qu'on a des atouts de dingue et on ne les valorise pas toujours, mais attention, parce qu'en venant fonctionnaliser la fibre et la rendre plus performante en termes de barrières, il faut qu'on arrive à préserver cette industrie du recyclage et cette qualité du recyclage. Ça passe par beaucoup de R&D, beaucoup de travail et probablement aussi que les acteurs, parce que je ne sais pas si vous travaillez dans le packaging, mais amusez-vous à une chose, moi je le fais toujours quand on commence des missions, quand les gens vous demandent un emballage, commencez par leur poser la question, mais ton besoin c'est quoi ? Tu as besoin de protéger à quoi? Ton taux d'humidité, c'est quoi? Ta barrière au gras, c'est quoi? Parce que le marché de l'emballage, c'est beaucoup copié. Et parfois, on a du suremballage au sens de la surprotection, de la surqualité. Tous les produits n'ont pas besoin d'une barrière à la lumière ou à autre. Donc parfois, on est allé créer des emballages très, très, très complexes. C'était justifié. Mais parfois, ça ne l'était pas. Et revenir au diagnostic, ça peut résoudre une partie de vos problèmes. Pas tous, mais ça peut. Là, je vous demande de reprendre votre casquette Ecofolio. Ah, c'était par rapport à cette filière, Ouais. justement. Est-ce que aujourd'hui, tu as évoqué la fermeture de certaines usines. Oui. On a évoqué l'augmentation des volumes. On sait que la Chine a fermé aussi ses frontières. Est-ce que la filière peut répondre aujourd'hui aux nouveaux besoins d'accroissement du recyclage en volume de ces emballages papier ? Alors, il y a certainement 1000 personnes mieux placées que moi pour répondre. Donc, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas et que je ne vais pas déchaîner un feu sur Twitter ou LinkedIn. Donc, je vais le faire avec beaucoup d'humilité. De mémoire, et les chiffres, on les a partagés. En France, on a une collecte excédentaire des papiers et cartons à recycler. Donc, on en exporte 20%. On en collecte beaucoup, plus que nos voisins européens. La difficulté là, c'est que comme on a fermé... Alors, on a fermé plutôt des usines de papier graphique. Donc, il faut qu'on soit vigilant sur conserver des capacités, mais on a des savoir-faire. Ce qui a manqué, en fait, c'est des projets industriels et des investisseurs qui sont plutôt allés s'installer dans d'autres pays européens. Il y a un excellent rapport qui était paru il y a quelques mois, fait par des administrations sur pourquoi cette filière. Donc, je pense qu'elle en a les tripes, comme on dit. Elle en a les savoir-faire. Ce qui manque certainement, c'est des projets d'investissement. Mais aujourd'hui, avec les besoins qu'il va y avoir sur l'emballage, mais sur plein d'autres choses, parce que le papier et le carton, nous, on travaille sur le mobilier, vous pouvez en faire des choses incroyables, des matériels dans le bâtiment, etc. Donc, je pense qu'il faut travailler sur ces implantations industrielles. Et oui, on a des choses à faire, mais on attend trop d'avoir fermé des usines qui n'ont pas trouvé de repreneurs. Souvent pour des questions financières, hein, pas pour des questions de technologie ou de... Donc c'est quelque chose à faire et ça passe certainement par une image du papier et du carton à peut-être davantage porter montrer que c'est un matériau moderne, qu'il avait inventé l'emballage en 2D mais qu'il sait l'inventer en 3D. Parce qu'honnêtement, pour remplacer de l'emballage plastique souple, à part le papier, le souple avec des métaux et du verre, on n'y est pas tout de suite, on va commencer par le papier. Très bien. On va
passer au sujet de l'innovation, comme ça on va pouvoir répondre à votre question. On a vu tout à l'heure donc un cabinet avait dit 20% des emballages plastiques pourraient être remplacés à très court terme par des emballages papier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Est-ce que c'est faisable? Et qu'est-ce que l'innovation sur les matériaux papier peut apporter de nouveau aujourd'hui? Et est-ce que cette ambition d'aller plus en avant sur ce matériau dans des applications beaucoup plus variées et réalistes, raisonnables? Et puis à quelle période? Voilà, beaucoup de questions en fait. Ouais, le spectre est assez large. On va juste focaliser peut-être sur 3 aspects fondamentaux d'un emballage alimentaire. La première, c'est l'aspect mécanique. Il faut quand même de la résistance mécanique. On a la chance au niveau du papier que ça soit quand même un biomatériau déjà mécaniquement très intéressant. Il y a quelques sujets et quelques travaux de recherche là-dessus justement pour conférer de nouvelles propriétés mécaniques. Un peu d'élasticité, on va plutôt dans le domaine papier appeler ça de l'extensibilité. On travaille aussi, et c'est déjà une réalité en soi, sur la cellulose 3D, thermoformable, pour avoir des objets 3D à base de cellulose. Sur des touchés aussi un peu spécifiques, donc des papiers avec des touchés particuliers. Donc on travaille vraiment la facette mécanique pour les emballages à base papier. Après au niveau des performances barrières, parce que comme on l'a dit, le papier c'est un support poreux, donc il faut le fonctionnaliser, il faut le rendre barrière. Pourquoi barrière? Pour protéger le contenu, de l'oxygène, de l'humidité. Ça dépend des matrices alimentaires, c'est assez variable. Mais là aussi, du coup, beaucoup de travaux de recherche, c'est le cœur du sujet en ce moment, c'est comment apporter ces propriétés barrières. Et comme le disait Géraldine, c'est trouver ce compromis. Le compromis entre performance barrière, mais pas dégrader la fin de vie. C'est là où est tout l'enjeu. Donc on est pour reprendre pour reprendre un terme bien connu, sur la balance bénéfice-risque. Oui, nous aussi, on joue là-dessus. Donc voilà. Et après, pour finir, peut-être sur les aspects visuels aussi, la transparence. La transparence est possible avec le papier. C'est vieux comme le monde, les papiers cristal. Donc on a beaucoup de sujets actuellement là-dessus pour les fonctionnaliser, pour garder cette semi-transparence, parce qu'encore une fois, il y a des secteurs dans l'agroalimentaire où le consommateur a besoin de voir le produit pour acheter. Donc beaucoup tout ce qui est fruits et légumes. Donc il existe des solutions semi-transparentes, il y a encore des perfectionnements à faire. Mais l'idée c'est de fonctionnaliser, rajouter des propriétés barrières pour protéger ces fruits et légumes par exemple. Donc voilà, je dirais mécanique, visuel, les propriétés barrières, c'est le cœur du sujet pour remplacer un plastique. Operculage? Sur l'operculage, oui, évidemment. Ça fait partie d'une typologie de produits. Ça peut être des opercules, des fonds de barquette, des sages souples, des sacs en papier. Enfin, c'est assez varié en fait. C'est assez varié, oui. On a parlé de chromatogénie. Alors c'est une technologie, je crois, qui a été développée par le centre technique par le CTP. Oui, qui est originaire, ouais. On va dire que c'est de Grenoble, de la région grenobloise. C'est déjà une réalité industrielle. Il y a 2 sites industriels qui utilisent cette technologie-là, enfin du moins cette première génération. Je crois que c'est en Asie et un en Europe qui utilise la technologie de chromatogénie. Et il y a encore beaucoup de travaux qui sont menés au CTP et chez d'autres, justement sur une 2e génération, où on va essayer d'améliorer le taux de greffage, les réactivités et surtout les vitesses machines, tout ça, parce que derrière il y a un coût à cette opération-là. Donc on essaye étape par étape de réduire ces coûts-là, mais c'est déjà une réalité, je vais dire, industrielle, et on essaye de progresser et de le rendre toujours plus performant, tout en limitant les notions de coût. Alors quand on parle d'innovation, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, et je pense que Olivier va pouvoir confirmer, il y a un réel souci, enfin il y a du temps pour que la nouvelle technologie de transformation des matériaux soit agréée. Olivier. Oui, alors depuis 2 siècles, on est conscient que les contenants des aliments peuvent contaminer les aliments. Donc il faut absolument le gérer. Quelque chose que vous n'avez pas trop précisé là dans le débat, parce que vous parlez, c'est-à-dire de contenants, mais vous parlez peu de contenu. Tous les contenus n'ont pas le même niveau d'exigence, que ce soit pour les produits cosmétiques, qu'on soit pour le suremballage. Le problème vient quand on est vraiment en contact direct de l'aliment et pour lequel, vous avez dit, il commence à y avoir des interactions. L'aliment, il va pouvoir mouiller le matériau, il va pouvoir extraire des substances. J'entends également, on va jouer avec de la chimie. Allons-y. C'est-à-dire là, on s'approche de technologies ce qu'on reprochait au plastique, le papier, les cartons.
ben oui, va toucher un peu avec les mêmes outils. Le greffage, on greffe les matériaux plastiques également. Donc mon analyse, l'innovation sera une réflexion beaucoup plus globale de la filière et du couple contenant-contenu. Il faut absolument, le critère par exemple de propriété de barrière, ça dépend d'un critère de durée de vie, c'est-à-dire du besoin qu'a réellement l'aliment. Un aliment contaminé par des micro-organismes, peut vous tuer. Une contamination chimique, c'est plus un problème d'exposition chronique, il va falloir le gérer. Et là, bien sûr, on est sur des technologies de transition pour lesquelles on n'a pas énormément de recul pour savoir à quelles nouvelles substances on va être exposé. Vous avez entendu parler des perturbateurs endocriniens, il y a une commission parlementaire sur le sujet, avec une obligation de déclaration pour les matériaux plastiques des perturbateurs endocriniens, sachant qu'on sait à peine définir ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Donc vous imaginez bien qu'il va falloir avoir une réflexion sur les innovations pour qu'elles soient plus responsables. C'est-à-dire les questions de sécurité, il faut les introduire très tôt. Très tôt. Pareil également les questions de recyclage. Et oui, mais on ferme la boucle matière sur le même usage ou pas? Puisque certes, si le papier carton recyclé qui était en contact avec les aliments sert à autre chose, ou le suremballage, entre guillemets, on va d'un usage très noble vers un usage moins noble, c'est pas grave. Par contre, si vous remontez vers les usages les plus nobles, où vous maintenez cette compatibilité, là, il va y avoir un niveau d'exigence. Le niveau d'exigence auquel tous les matériaux contact des aliments s'appliquent, c'est le règlement européen 1935-2004, auquel j'ai participé. Il est absolument clair, les matériaux ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur. Ils sont soumis à une obligation d'évaluation et de gestion des risques. C'est écrit dans la loi. On doit pouvoir organiser le rappel de ces produits. Il y a une obligation de traçabilité. Alors là, on a un petit problème avec l'économie circulaire. La traçabilité telle qu'elle a été implémentée, c'est N-1, N+1. Et vous voyez bien que quand on fait une boucle circulaire, vous avez de la matière qui vient d'un autre pays, qui a été transformée avec moult et moult usages et mélangée, on ne sait plus faire. Donc là, mais l'esprit, il est là. Et moi, je vous encouragerai, vous tous industriels, on commence à développer, notamment dans des écoles de chimie, en direction des centres techniques, y compris le centre technique du papier, c'est développer ces concepts de conception sûrs dès le départ. Pardon. Non, je rebondis parce que nous, on vient d'embaucher chez Reset une personne qui fait ça. Je pense que ce qui est fondamental et ce que nous a appris le plastique, qui a apporté moi j'ai travaillé dans l'alimentaire, qui a apporté des fonctionnalités incroyables. Je veux dire, avant, vous n'avez pas de portionnable, ça ne se conservait pas. C'est qu'effectivement, une chimie, il faut regarder ses conséquences sur la qualité, sur le contenu, et puis se poser la question de sa recyclabilité, qui est certainement le sujet qu'on avait un petit peu laissé de côté. Il n'y a pas que pour le plastique, mais je ne vais pas ouvrir d'autres débats sur certaines fonctions énergétiques en France. Mais bien sûr que c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, j'invite tous les gens qui ont besoin d'emballer leurs produits, c'est-à-dire la terre entière, à se poser la question de leurs besoins fonctionnels, de l'interaction. Et du coup, dans l'éco-conception, c'est l'éco-conception environnementale, mais aussi de qualité. C'est-à-dire se poser cette question de l'interaction, accélérer le temps de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a presque des législations, parce que là, c'est 2025, la réduction des emballages en plastique, et aujourd'hui, la R&D est un petit peu à la traîne, et quand tu rajoutes en plus dessus le fait qu'il faut le food contact, et qu'effectivement, on a une traçabilité sur les matériaux recyclés un peu plus compliquée, en fait, là, c'est un peu le Titanic. Non, je voulais juste compléter par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Quand on innove, évidemment que la sécurité consommateur fait partie à l'origine d'un cahier des charges. Ça fait partie intégrante du scope du projet quand on développe des nouveaux protos. Je dirais juste, nous, la complexité, elle vient du fait aussi que, comme transformateur, on utilise différents matériaux et qui parfois répondent à des cadres réglementaires un peu différents. Le papier, les colles, les résines, c'est souvent terriblement complexe. Et on s'assure évidemment que toutes nos matières que l'on utilise soient food contact. On fait des questionnaires auprès de nos fournisseurs en leur renseignant quand il y a des limites d'exposition ou des migrations, des choses comme ça. Nos affaires réglementaires demandent sur les teneurs, des choses comme ça. Et bien souvent, nos fournisseurs ne répondent pas ou ils travaillent. C'est avec le LNE, ils ne nous divulguent pas certaines informations. Donc voilà, c'est
évidemment complexe, on progresse étape par étape aussi là-dessus, mais ça fait partie déjà intégrante du scope quand on développe quelque chose, évidemment. Il y a des certifications d'ailleurs pour ça, HACCP, etc., d'autres cadres référentiels. Mais voilà, c'est vraiment déjà aussi une réalité. Et juste pour finir, on a utilisé beaucoup de plastique, qui est un matériau maintenant qui est sur des phases de maturité assez avancées. On a progressé sur leur composition, sur leur connaissance, etc. On nous demande maintenant de réduire le plastique et de trouver de nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux, bien souvent, ils sont associés à des process qu'on appelle l'induction pour justement réduire ces quantités de matière-là. Et c'est entre guillemets des nouveaux matériaux parce que c'est des émulsions aqueuses. Donc il y a des surfactants, des biocides, c'est des formulations très complexes. Et là, c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est les fournisseurs, c'est des échanges, des allers-retours là-dessus pour justement bien comprendre ce qu'ils y mettent dedans, voir l'exposition des consommateurs finaux. Mais voilà, c'est déjà quand même une réalité en soi. Et je voulais juste rajouter que pour bien sûr les emballages papier qui sont destinés à un food contact, on n'utilise jamais de papier recyclé. C'est toujours un papier pâte vierge. Parce que justement, on a des problèmes de traçabilité sur l'amont du papier recyclé. Néanmoins, on trouve quand même sur le marché des papiers recyclés à usage alimentaire. Oui. Oui, mais ce que je pense, on en parlait avant cette table ronde, il ne faut pas désespérer Billancourt parce qu'on a énormément avancé en 2-3 ans là, sur ce qui se passe. Et les questions qu'on pose, elles se posent au papier, mais elles se posent à peu près à tous les matériaux, dans le bâtiment. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train d'aborder, les sujets, c'est juste que l'emballage passe avant tout le monde parce qu'on aime bien brûler nos idoles et que le suremballage a été un sujet. Mais non, mais c'est vrai. 60% des déchets. C'est surtout 60% des déchets. C'est pour cela que non, c'est le vraiment un BTP, sujet c'est d'actualité. 250 millions de tonnes. Je vous assure, c'est un peu plus que l'emballage, mais 5 millions d'emballage. Donc je pense que c'est bien. Non, mais pour les déchets plastiques, le plastique, Il y en a beaucoup plus dans le BTP aussi, mais c'est pas une guerre des chiffres. Mais non, ce que je pense, c'est que là, vous faites référence à un truc, c'est qu'on en parlait, c'est que je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'emballages papier, carton d'importation sur lesquels je pense qu'il n'y a pas le food grade, pas le food contact et pas de contrôle. C'est pour ça que j'invite les gens qui l'utilisent à passer par, entre guillemets, je ne sais pas si le mot est juste, des bonnes maisons qui ont ce travail de certification. Maintenant, le sujet là, on est sur... L'économie circulaire, elle est magnifique parce qu'on utilise, et j'aime bien votre image du N-1 et N+1, elle utilise les matériaux d'hier pour faire ceux de demain. Mais elle nous pose une question fondamentale. C'est que si on n'a pas une gouvernance mondiale en vérifiant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à l'autre bout de la chaîne, mais des trucs absolument dégueulasses, c'est une catastrophe. Donc ça pose la question de la traçabilité. Et ça pose un autre sujet qu'on vit, parce que nous, on anime beaucoup de consortiums sur les matériaux de demain. C'est qu'effectivement, quand tu vois des innovants qui ont des trucs qui ont l'air géniaux et que tu leur dis, mais il y a quoi dans ce produit? Parce que j'ai besoin de vérifier le food contact, et qui te dit, non mais je ne peux pas secret des affaires. Mais on fait comment pour être sûr que l'innovation, elle est responsable? Et ça crée certainement un besoin, mais qui se pose pour l'emballage et tous les autres, les avions, les bagnoles, etc. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des lieux d'échange un peu boîte noire, mais où on peut se donner la composition des produits et de ce qu'on va utiliser avec un tiers certificateur pour vérifier. Je vais vous donner la solution. Ah super, je vous ai tendu la perche. Allez, c'est parti. Là, on va... Alors, l'une difficulté... Alors, la Commission européenne identifie 17 groupes de matériaux. Les papiers et les cartons sont un de ces 17 groupes. Nous n'avons pas obtenu pour le moment une réglementation harmonisée sur les papiers et cartons au niveau européen. Et on a une réglementation qui est essentiellement nationale et on ne peut pas s'opposer à l'entrée sur le marché français des papiers et cartons, fût-ce-t-il pour contact alimentaire, qui seraient produits en Allemagne, en Pologne, en Italie. La fibre recyclée peut venir de Chine, elle est mise en forme en Pologne, on met un aliment en Allemagne et le consommateur français doit l'accepter. On ne peut pas s'opposer à cette libre circulation des marchandises d'après les traités européens. Et le cœur de la réglementation papier-carton au départ, c'est le Conseil de l'Europe, ce n'est pas la Commission européenne, c'est 57 pays qui siègent à Strasbourg qui proposent des recommandations et c'est assez lâche. Tout a changé avec la répétition de plusieurs crises sanitaires, ce qui a créé une prise de conscience et la nécessité de réglementer plus finement le contact alimentaire. Alors dans le cas des plastiques, parce qu'on a résolu ce problème-là, moi quand je commençais ma carrière fin 2001,
quand on demandait à un industriel la formulation d'un matériau plastique, la réponse était rien du tout. On ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais à peine on pouvait deviner que le nom du monomère. Tout a changé aujourd'hui. Pour les démonstrations de la conformité pour les matériaux plastiques, j'ai accès à tout. Pour les encres d'impression, à peu près à tout aujourd'hui. On a aujourd'hui créé des bases de données importantes, des bases de données d'empreintes, des bases de données de substances. On a des listes positives. Même pour les substances qui ne sont pas réglementées spécifiquement, on a des listes négatives de substances avec des grosses collections d'empreintes, infrarouges, Raman, spectrométrie de masse. Aujourd'hui, on retrouve facilement tous nos petits. Parfois, il nous manque les quantités, parce qu'il n'y a pas que le type de substance et les quantités, mais on les a aussi. J'ai par contre les biocides, les auxiliaires de polymérisation que vous utilisez, qui eux ne sont pas soumis à la moindre réglementation. C'est-à-dire tout ce qui est lié aux molécules qu'on réglemente déjà dans les matériaux plastiques. Vous les avez retrouvés dans les réglementations papier-carton, photo-initiateur à double usage. Vous avez des seuils qui vous viennent des plastiques. Vous avez aujourd'hui dans la réglementation française des listes négatives de substances. Ce n'est plus une liste positive, c'est une liste négative avec aussi des seuils. Donc ça vous vient du plastique. On essaye de transposer ces concepts-là. On vous a mis également gérer le risque, pas que du contact direct. On a montré qu'on avait du transfert de substances, même sans contact. Parce que n'oubliez pas, les produits secs ont des durées de vie qui sont assez longues. C'est juste une question de temps et de température. On est en train de montrer là qu'on a des problèmes là, actuellement aussi de transfert entre matériaux, rien que par de l'eau. Dans votre poubelle jaune, vous jetez plastique et papier carton, ils vont s'échanger des substances. Donc on a quand même des pistes d'outils, mais par contre, pour que ce soit transposable à l'ensemble de la filière, il nous faudrait des lois harmonisées. Des lois harmonisées entre matériaux pour qu'il y ait un principe d'équité et qu'il y ait également des lois harmonisées au niveau européen, au moins cela. Et ces standards-là, vous ne les avez pas. Mais on vote pour, tous. Enfin, moi, je vote pour. Ma mission, c'est une mission de service public. Donc on essaye de développer la commission. Nous, on signe. Oui, alors, monsieur, oui. On vous amène le micro. Oui, bonjour, merci. Je m'appelle Frédéric Delage, je suis le responsable France pour une usine à papier, Drefsen, qui fabrique notamment des papiers qui s'intéressent aux substitutions en offre de substitution au plastique. On se connaît bien et on s'est déjà parlé une fois très rapidement. Moi, j'ai une question par rapport à la réglementation, parce qu'effectivement, on a la même problématique que celle que vous avez citée chez Gascogne. On fait des inductions base aqueuses. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, de mon rôle de responsable France, j'ai des informations partielles du R&D chez nous, et puis je suis sûr qu'eux ont des informations aussi très limitées de leurs fournisseurs de coating. Mais là, ce qui m'arrive maintenant, et c'est pour ça que je voudrais vous interpeller tous les quatre sur cette question, c'est par rapport à la réglementation. La réglementation, c'est un des points moteurs qui fait qu'on passe du papier au plastique. On a plein de marchés, on en connaît, le footpack, des alternatives aux films de routage, etc. Et quand j'arrive avec mon papier, et Gascogne travaille sur les mêmes produits, des papiers enduits de base aqueuse, même s'il ne s'agit pas d'un extrusion PE, mais de micro-perles en suspension, et que j'ai un certificat du CTP comme quoi le truc est recyclable avec les vieux papiers, etc. J'arrive avec des rapports de 7 pages, tout va bien. J'ai toujours le fournisseur de plastique qui va me dire « Oui, mais ton truc, il y a du plastique, donc tu fous le camp. » T'es pas un papier, t'es pas recyclable, parce que les lois, et notamment la loi AGEC qui arrive, et c'est pas 2025, là, c'est 1er janvier 2022 pour un nombre d'applications, notamment le routage. Ouais, et là c'est le flou artistique complètement sur la définition d'un papier, plastique, entre les deux gentils, entre les deux pas gentils. Comment vous réagissez à tout ça ? Je vais juste commencer, j'en ai pour 30 secondes. Je pense que la définition n'est absolument pas claire. Certains d'ailleurs s'y engouffrent et surfent là-dessus justement. Non, c'est pas un plastique parce que j'ai rajouté une induction, c'est pas un composant structurel, etc. Donc ça joue sur les mots, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous, mais ça l'est encore plus pour nos clients finaux. Ils sont complètement perdus. Donc au bout d'un moment, non, il faut... Mais là aussi, je pense que c'était une première définition, ça va évoluer et ça va se clarifier. Ouais, et je vais laisser la parole à Stéphane, mais
c'est une super question que vous venez de poser. Peut-être pour y répondre, j'ai pas la réponse parfaite, mais peut-être quelques faisceaux. Je pense que si on arrêtait de raisonner en gentil et méchant, ça ferait avancer l'économie circulaire. Je m'explique et je redis un truc tout bête, mais que vous vivez tous les jours. Moi, quand un client vient me voir en me disant comment je dois réorganiser mon packaging, les premières questions que je lui pose, elles sont basico-basiques. C'est quoi tes marchés de référence? Parce que s'il met en marché en Afrique où il n'y a pas de système de collecte et de recyclage, je ne vais pas lui préconiser les mêmes emballages que dans nos pays développés où, même s'il y a des choses à améliorer, il y a quand même les 5 résines fondamentales de plastique, on les collectait, on les recyclait. Donc, ou 2, pour quelles applications? Est-ce que tu as besoin de beaucoup de barrières, de pas beaucoup de barrières? Et 3, est-ce que tu fais du nomade, du pas nomade? Je ne vais pas préconiser le même emballage pour le cornet de glace sur la plage, qui a beaucoup de risques avec un petit coup de vent de se retrouver dans la mer, que pour mon bidon de lessive. Donc je pense qu'il n'y a pas gentil méchant. Après, je pense qu'il y a une forme d'emballement. Et je vais être modérée parce qu'on travaille aujourd'hui pour le cabinet de la ministre et le CGDD sur la stratégie de qu'est-ce qu'on va faire pour substituer les plastiques. Je pense qu'il y a eu un emballement où finalement on a dit alors on veut plus du tout de chimie. Et j'ai vu que j'avais fait réagir monsieur. Mais moi en fait sans chimie, sans matériaux synthétisés, je ne sais pas très bien comment on va conserver les produits. Alors après, je veux bien qu'on se dise bah ouais mais on va faire des formules sèches, etc. C'est une partie des réponses. Mais en fait je pense que la question que nous a posée le plastique, et peut-être qu'il a fait les frais et qu'on le remerciera demain parce qu'il s'est amélioré, c'est que finalement il y a peu de matériaux qui restent naturels. La plupart, même le plastique, en fait, c'est ses adjuvants, c'était du multicouche. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des chimies responsables? Et d'ailleurs, pas que dans le packaging. Enfin, on peut regarder aussi les produits qu'on utilise pour se nettoyer, pour laver, pour les bagnoles, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos chimies, en fait, soient des chimies de matériaux responsables et que derrière ces querelles de définition, où on voit bien des oppositions, entre guillemets, un peu stériles entre matériaux, le sujet, c'est de se dire essayons de permettre cette transparence, ce juste emploi, ce juste recyclage et cette juste utilisation pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que c'est un plastique. Parce que, petit clin d'œil, et vous le savez tous, plastique, ça ne veut rien dire, c'est une propriété plastifiante. Il y a des polymères qui sont naturels, pas pétrosourcés, qui ont des propriétés plastifiantes. Donc il ne faut pas se tromper et il faut effectivement, et je pense que le papier et le carton devraient pousser un petit peu pour faire la vérité, créer leur dispositif harmonisé pour que les gens, ce soit aussi simple de l'utiliser que pour le plastique et les deux seront complémentaires sur des applications et il n'y a pas que le packaging, il y a plein d'autres choses. Peut-être pour compléter, alors, c'est-à-dire les concepts de chimie sûre, ce qu'on aimerait bien, c'est-à-dire pour lequel on pourrait prédire à l'avance la réponse toxicologique des substances qu'on utilise. Alors, il ne faut pas oublier qu'on vient d'une dynamique qui est aussi la dynamique REACH, c'est-à-dire on a fermé l'enregistrement à peu près de toutes des substances qu'on utilise à plus d'1 ou de 10 tonnes dans l'Union européenne. Donc on a ce bilan-là. Mais par contre, on a 35 000 à 40 000 substances de toxicité intermédiaire dont on ne sait pas grand-chose et on est incapable de dire même à quelle quantité on est exposé. Donc le risque a 2 volets, c'est-à-dire à la fois la toxicité de la substance et la quantité que l'on va retrouver dans l'aliment et que l'on va ingérer. On n'en est qu'au début. Et par contre, ces concepts-là, par contre, diffusent relativement peu et encore lentement en direction des écoles de chimie ou de chemical engineering, qui est mon domaine de spécialité. Vous prenez un ouvrage de chemical engineering, vous n'aurez pas grand-chose sur la sécurité des substances. Quand vous pensez que, par exemple, des substances biocides, vous avez une colle ou un adhésif avec de l'amidon. L'amidon, c'est super sympa, je travaille à l'INRAE, on connaît bien, mais pour qu'il ne se fermente pas, il faut 30% à 40% en masse de substances biocides. C'est pas si sympa, c'est des variantes d'acide benzoïque entre autres. On a une petite molécule aromatique et on va en manger pas mal. Donc on manque énormément de recul. On part d'une situation, notamment une réglementation européenne initialement qui a été définie en 1989, c'est la 8909, qui est construite sur du monomatériau. C'est-à-dire on est plastique, on est papier, on est carton, on est verre. De plus en plus, on est hybride. Et plus vous allez mélanger, plus vous allez fermer les boucles matières, plus vous allez être autre chose. Et la catégorie même matière recyclée n'y est pas. Et puis un jour, on aura la matière presque inconnue, trop mélangée. On aura perdu la traçabilité de cette matière. Ça, on ne sait pas bien gérer. Par ailleurs, j'ai des différents acteurs qui me disent « Non, non, Olivier, pour les papiers cartons, on ne veut pas la même chose que les plastiques. Il nous faut une règle... » Donc,
les deux grands outils qu'on a, nous, pour vous aider, c'est liste positive et liste négative. J'ai bien compris, la liste, il ne faut pas qu'on la ferme trop ou trop vite, vous n'allez pas aimer. Mais au moins des listes négatives, au moins des recommandations, c'est-à-dire si vous avez des substances auxquelles vous êtes trop exposés, réduire. Mais par contre, il faut que l'industrie se structure, il faut qu'on ait une démarche vertueuse sur toutes vos chaînes d'approvisionnement. Ça, aujourd'hui, l'industrie chimique en amont, je vous confirme, saura le faire. Il faut par contre développer un mode de coopération entre les acteurs de la filière. Je coordonnais un autre programme de recherche et ça, on avait la sécurité sanitaire comme l'évaluation environnementale, c'est une évaluation qui doit être neutre et pas rentrer dans le jeu marchand. Sinon, vous allez être dans l'allégation. Et vous devez en sortir et il faut qu'on vous donne des outils. Mais par contre, ce qui manque là aujourd'hui, ils sont où les acteurs européens? C'est-à-dire c'est très franco-français. Et vous ne bloquerez pas les produits qui viennent d'autres pays qui obéissent à d'autres règles. Mais par contre, faites de la pub sur des démarches vertueuses. Oui, et juste pour compléter, et par rapport aux produits précis, moi, du moment que ça fait avancer par rapport au respect de l'environnement, je pense que c'est vraiment l'axe principal qu'il faut poursuivre. Pour être un peu plus précis par rapport à votre demande, et je cerne bien le sujet puisque c'est sur la SUP, ça concerne spécifiquement la SUP, on a eu une discussion pas plus tard que lundi avec l'ADEME et le représentant de la SUP au niveau de la Commission européenne, et je pense que cette fois-ci, il y aura vraiment un avis qui va être émis par l'ADEME sur la définition exacte de ce qu'il va falloir mettre au point pour le routage. Ça me paraît vraiment clair. Je voulais dire, je ne crois pas qu'on sorte du sujet, mais ce qui est passionnant dans ce qu'on est en train de vivre comme révolution économique en se posant la question de la ressource, de la recycler, de sa traçabilité, de son innocuité, je crois que la question qui est posée aux acteurs économiques et aux acteurs publics, c'est que je pense que, où qu'on soit, moi je viens de finir une mission pour les cimentiers, en fait tout le monde a le sujet aujourd'hui, c'est que quand on réinvente des compléments de ressources, quand on réinvente du recyclage, il y a besoin que des acteurs, même concurrents, travaillent ensemble pour créer quelques standards. Du standard du contrôle, du standard d'efficacité, du standard de recyclage. Et j'ai discuté, j'ai trouvé l'image super jolie. Je parlais avec un secteur très concurrentiel, la cosmétique. Et donc on parlait, ils avaient besoin aussi de standards. Et ils ont dit banco, parce que même si on va continuer à tous s'affronter sur le terrain de foot, il faut qu'on se fasse un terrain de foot commun. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est un peu le dossier posé là par l'emballage, et j'espère qu'on n'a pas trop jargonné, c'est que aller de l'avant comme ça demande de tomber d'accord sur ça va être quoi le recyclage, quel référentiel, quelle efficacité matière, qu'est-ce qu'on autorise comme coating, qu'est-ce qu'on va donner comme allégation, qu'est-ce qu'on se passe comme information. Le packaging passe en premier, il va donner des conseils du coup à tous les autres, parce que tout le monde se pose aujourd'hui la question des matériaux. Et je pense que du coup, cooperation is the new competition, il y a un besoin. Alors je pense que ça réinterpelle le travail des organisations professionnels, le travail de vos clubs, parce que c'est quelque chose, moi j'avais mis en place des plateformes de sécurité alimentaire pour la grande distribution, parce qu'il y a 15 ou 18 ans, c'était des gros sujets. Tout le monde a travaillé, a collaboré, a partagé des bases de données pour arriver. Et il faut faire un petit peu la même chose aujourd'hui sur nos ressources. Merci bien. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui? Je vous apporte là-bas. Bonjour à tous, je suis Najma et je suis présente ici en tant que citoyenne qui se pose des questions par rapport à votre thématique. Ma question est la suivante. Quelle sera la source du futur papier d'emballage où il y a, d'après vos propos, en fait, une demande accrue sur ce futur packaging et est-ce qu'il y aura une déforestation davantage massive ou il y a d'autres sources en fait que vous envisagez de mettre en place telles que la culture du bambou ou autre? Et est-ce que vous ferez appel également aux papiers issus de la pierre, des déchets du BTP? Est-ce qu'éventuellement ils pourront être convertis en papier? Et la deuxième question c'est
Combien de fois est capable d'être recyclé ce papier en fait, ou cet emballage à base de papier ou de carton? Et une fois qu'il ne sera plus réutilisable, quelle serait sa finalité? Est-ce le brûlage? Est-ce que c'est l'enfouissement? Quelle est la solution finale en fait pour des déchets dont on n'a plus besoin? Ok, moi je réponds pas à la Merci. deuxième parce qu'il y a des pros. Ah, il y a d'autres questions. Non, juste pour élargir peut-être un petit peu la question, c'est vraiment la question de la matière première en fait Ouais. qui pourra être utilisée. Ouais. Parce qu'on voit sur le marché effectivement de nouvelles matières qui apparaissent. La paille par exemple, hein, c'est une usine de fabrication de papier à partir de paille qui va démarrer au Canada. Donc oui, voilà, je pense que c'est un sujet intéressant aussi, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on est interpellé, pas que dans le packaging, on va être 10 milliards demain, donc faire mieux avec moins. De toute façon, ça pose la question de la circularité de la ressource et de sa meilleure utilisation. Donc je pense que les emballages demain, ils seront en fibre, mais il n'y a pas que de la fibre cellulosique, hein, donc elle peut venir de plein d'autres endroits. Il faudra aussi améliorer l'utilisation d'autres polymères, et les polymères, il n'y a pas que des pétrosourcés. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut ouvrir la réflexion. Il faut vérifier, et j'en reviens aux questions de base, hein, où, pourquoi, comment. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Alors, c'est pas très compliqué, parce que parfois les gens se noient un peu, ils se disent oh, il faut que je fasse des ACV complexes. Non, tu veux remplacer ton plastique par... pose-toi la question, effectivement, si dans un pays où il n'y a pas de recyclage plastique, ça peut faire sens. Vérifie que ta fibre, elle vient pas en concurrence de culture vivrière, qu'elle est issue de forêt gérée durablement, qu'elle se recycle et qu'elle n'a pas de problème de toxicité. Bon, une fois que tu as coché ces cases, ça va aller mieux. Peut-être pour ouvrir quelques éléments, nous, on a un petit peu travaillé pour le monde agricole. 90% des sous-produits agricoles et de l'agroalimentaire ne sont pas valorisés. Je pense que ça fait une source de biomasse dont on peut se préoccuper, parce que l'idée, effectivement, c'est pas d'aller déforester. Aujourd'hui, on ne déforeste pas pour de l'emballage, hein, c'est pas les mêmes cultures de bois, mais effectivement, il faut s'interroger sur nos ressources, il faut les ouvrir. C'est pour ça que je pense que les formations comme ça de chimie, d'ingénieurs sur la ressource, il faut qu'elles viennent pénétrer le monde de l'entreprise, qui se pose la question de comment il achète, comment il fabrique, à partir de quoi, et se poser la question de ces boucles matières, où je vais aller chercher. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des emballages avec le résidu agricole ou agroalimentaire du petit fromage que je vais avoir inventé? Il y a plein de choses à faire, mais ça oblige, et c'est ça qui est passionnant, et moi c'est pour ça que j'aime ce qu'on fait aujourd'hui, et donc je vous invite, en plus citoyens, à continuer là-dedans, c'est à se poser la question de cette éco-conception et de cette conception de qualité dès le début, et voilà, et des sources de biomasse, il faut qu'on en trouve d'autres. Pour combien de fois ça se recycle? Le papier, je parle sous le contrôle 7 fois, 6-7 fois. Je vais laisser les experts au niveau du papier répondre. Juste pour le papier pierre, il peut être effectivement utilisé pour le packaging, mais pas pour l'alimentaire. Une dernière question pour monsieur? Je voudrais répondre à mademoiselle. Vous avez évoqué le bambou. Méfiez-vous du bambou. Je vais vous dire pourquoi. Le bambou est en expansion mondiale pour les emballages. À tel point qu'en Chine, on coupe des forêts naturelles pour planter du bambou. Je voudrais ajouter aussi quand même, concernant la fin de vie, c'est qu'on ne peut pas nier au papier, au carton, le fait que, si on regarde en Europe par exemple, c'est quand même le matériau, un des matériaux avec le verre le mieux recyclé, incontestablement, parce que le paysage est très variable selon les pays en Europe. Et pour le plastique, c'est un vrai problème, parce que voilà, tous les pays ne sont pas équipés de la même façon pour recycler notamment le plastique. Pour le papier, c'est moins le cas, et c'est moins le cas pour le verre. Moi, si je vais rajouter juste une observation globale. Vous n'avez pas tellement discuté des notions de sobriété. Faites avec beaucoup moins d'emballage. Réfléchissez également aux solutions sans emballage. Et moi, j'attends des papiers et cartons, c'est qu'ils réfléchissent aussi au reuse. C'est-à-dire, la solution n'est pas que le recyclage, n'est pas que mettre dans la poubelle. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir elle-même sur l'emballage, le pourquoi. Est-ce que les petites portions, on en a encore besoin? Est-ce qu'on ne peut pas réduire la durée de vie, y compris du produit à l'intérieur, pour justement avoir besoin de moins de propriétés barrières? Est-ce qu'on a vraiment besoin de couchage? Pourquoi pas faire du plus simple?
du plus sobre, des choses un peu minimalistes. Si on imprimait moins les emballages, ce serait quand même plus facile à les recycler, on aurait un peu moins de contamination. Il n'est pas normal que toutes les boîtes en carton soient toutes imprimées sur la moitié de leur surface. C'est un problème de marketing, mais ça vaudrait le coup de faire autre chose, parce qu'en plus, quand vous les imprimez, vous êtes obligé de mettre une laque si vous ne voulez pas que l'encre elle bave. Alors, il y a plusieurs procédés d'impression, mais au final, c'est plus du papier et du carton, c'est encore autre chose. Oui, mais alors, je suis d'accord, mais je pense que pour ne pas désespérer Billancourt, moi, je pense que l'emballage a des fonctionnalités indispensables de marquage, d'identification, de conservation. Dans le mot sobriété, on peut faire de la sobriété très sexy à iso-fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier que dans certains cas, on a besoin de packaging, d'ailleurs dans souvent. Après, les emballages indésirables, inutiles, ça on les a tous en tête. Et probablement, faut-il faire du marketing avec ces nouvelles règles. Mais on peut faire des choses très très chouettes aussi. Voilà, je pense qu'il faut être ayatolesque, ni dans une... Bon, on va arriver à tout faire sans emballage. Voilà, il y a des cas où c'est compliqué. Et puis se dire aussi qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais sans avoir des effets extrêmement délétères. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on est arrivé malheureusement au terme de cette table ronde. On aurait pu continuer à discuter longtemps, je pense. Donc, merci à vous d'être intervenus. Merci à vous tous. Merci à BPI pour l'organisation aussi de cette table ronde.